vous avez un petit ou un gros pépin avec votre voisin. Pour solutionner cette situation, pourquoi ne pas faire appel à un conciliateur de justice, une solution à l'amiable, un facilitateur de relations. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous allez nous raconter l'histoire de quelque chose qu'on Pénible. attend tous les ans. Pénible. L'impôt sur le revenu. Alors, c'est un sujet d'actualité parce qu'on vient de faire notre déclaration, parce que c'était un sujet d'actualité parce qu'on a parlé, on en parle un petit peu moins, de la retenue à la source. Oui. Mais c'est aussi un sujet qui est vieux, puisque l'impôt sur le revenu date de 100 ans. Et il y a un Vendéen qui est impliqué dans cette histoire. C'est pas vrai. Oui, si. D'accord. Bon, on verra si on lui dit merci ou pas. Ah, d'accord. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes deux conciliateurs de justice en Vendée. Michel Guilloux, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes conciliateur sur le secteur des herbiers. Tout à fait. Vous tenez une permanence une fois par mois. Oui, le mercredi matin. À la mairie des Herbiers. Exactement. Monsieur Brossard, bonjour. Bonjour madame. Donc vous êtes conciliateur, vous, à La Roche-sur-Yon et à Montaigu. C'est ça, La Roche-sur-Yon, une permanence une fois par semaine, le mercredi. À la mairie de La Roche. C'est ça. Oui. À la mairie annexe de Saint-André-d'Aunay. Et puis également, une fois par mois, à la mairie de Montaigu. À la mairie de Montaigu. Voilà. C'est pas nouveau, la fonction de conciliateur de justice, ça date depuis 1978. C'est bien exact, oui. Décret du 20 mars 78. C'est encore pas trop connu. Je demandais à Gilbert s'il connaissait la fonction, il me dit oui, parce que j'ai un ami qui est conciliateur, mais on s'aperçoit que c'est pas encore un réflexe. Pourtant, ça va le devenir, ou ça fait partie du parcours judiciaire un peu obligatoire quand on a un litige, c'est ça ? Eh bien, déjà depuis 2015, si vous voulez, les personnes qui saisissent un tribunal doivent justifier de leur démarche, de démarche amiable dans le litige qui les oppose. Et effectivement, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice a un article 4 qui impose quasiment la conciliation comme un préalable à l'introduction d'une action devant le tribunal. D'accord. Donc, avant de porter l'affaire dans les tribunaux, passer par la conciliation. Alors, pas dans tous les cas, évidemment. Dans quel cas est-ce qu'on fait appel à des conciliateurs ? Lorsqu'effectivement le litige est d'un montant inférieur à 4 000 €, et effectivement, après la tentative de conciliation, comme parle mon collègue, eh bien, la personne va avec un certificat de non-conciliation et le tribunal d'instance va saisir effectivement le dossier de litige. La conciliation n'a pas fonctionné, donc là, voilà. on passe par tribunal. Mais la tentative est obligatoire. Ouais. Alors, quand on dit litige en dessous de 4 000 €, qu'est-ce que ça concerne quel type de situation ? En introduction, je parlais du voisinage. Écoutez, j'ai un exemple d'hier soir. J'ai quelqu'un qui m'a adressé un message, par exemple, en me disant, voilà, j'ai acheté un véhicule, j'ai eu un souci sur ce véhicule. La réparation a été de 2 600 €, peu importe, enfin, effectivement, et le réparateur, en quelque sorte, lui a fait signer un devis de 2 600 €, et 2 jours après le rappel, en lui disant, c'est 4 000 €. Ah oui. Alors voilà un des litiges où la personne est un peu désemparée. Face à un professionnel, là, c'est un particulier. Face à un professionnel, exactement. Et il y a quand même de plus en plus de litiges comme ça. Alors effectivement, cette personne m'a envoyé un message, m'a exposé un peu la situation, souhaite avoir un rendez-vous rapidement pour essayer de dénouer l'affaire. Alors ça, c'est une illustration. Il y a aussi donc mon voisin, ça est, empiète sur ma propriété. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre cas il peut y avoir des problèmes de difficultés relationnelles entre un propriétaire et un locataire. Il peut y avoir également des problèmes de toute nature concernant le droit de la consommation. Mon collègue a cité un exemple, mais ça peut être très divers. Il y a également parfois des problèmes qui sont des problèmes de voisinage, mais dans le sens nuisance. Voisin qui fait beaucoup de bruit et qui perturbe l'ambiance de la résidence. Voilà. Ce sont moi, en des tant que exemples professionnel, j'ai une entreprise, je suis artisan, je peux aussi faire appel au conciliateur ? Ou c'est vraiment le particulier ? Vous pouvez aussi faire appel, bien entendu. Toute personne peut faire appel.
mais c'est souvent le consommateur qui fait appel par rapport aux professionnels. Mais il m'est arrivé quand même effectivement d'avoir eu des professionnels qui sont venus vers moi par rapport à un comportement d'un client qui n'était pas très normal. Ça se passait pas mieux en fait. Voilà. Il y a en revanche des domaines qui sont exclus, je pense en particulier des litiges familiaux. Exactement, monsieur. Vous avez tout ce qui concerne divorce, tout ce qui est problème humain, rapport humain, tout ce qui est lié à un accident corporel, tout ce qui est lié aussi aux démarches vis-à-vis d'un établissement public, notamment. D'accord. Donc voilà, en fait, les exclusions de nos activités. Ouais. Un litige avec l'administration, c'est pas... Non. Parce qu'il y a un médiateur de Voilà, exactement. D'accord. Par contre, on retrouve aujourd'hui quelques personnes aussi qui viennent vers nous pour les opérateurs téléphoniques. C'est aussi les banques sur des crédits qui, suite à des rachats, etc. Il y a pas mal de choses. Oui, c'est un spectre assez large. Ah oui. Alors, vous n'avez pas un rôle de conseiller, puisque moi je me suis déjà entretenue avec vous à travers un article dans Racine. Absolument. On est des facilitateurs, mais pas des conseillers. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à ça ? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas là pour prendre parti, ni pour dire à la personne qui vient nous voir ce qu'elle doit faire pour défendre ses intérêts, mais au contraire pour faire émerger une solution amiable à un litige entre deux parties. C'est-à-dire notre rôle, c'est peut-être d'essayer de les amener à s'interroger sur leur point de vue pour intégrer un peu plus celui de l'autre et trouver finalement, comme on dit chez nous, un bon accord, un accord dans lequel chacun se retrouve. Alors, il faut faire preuve de bonne volonté, il faut y aller avec l'esprit ouvert, on va dire. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la conciliation ne peut être lancée, si j'ose dire, que s'il y a de la bonne volonté et même de la volonté tout court. Et vous le sentez assez rapidement s'il y a, parmi les gens que vous recevez, une volonté d'avancer ou est-ce qu'il y a des blocages vous avez le sentiment que... Il arrive aussi quand même que... Alors bien sûr, on doit avoir un comportement très neutre dans le différent. Mais il arrive parfois, lorsqu'on reçoit le plaignant qui vient exposer sa situation, parfois il est évident que, je dirais, sa plainte n'est pas fondée. Donc, auquel cas, la conciliation n'a pas lieu d'être. Bah oui. Donc, vous lui dites, écoutez, monsieur... Moi, effectivement, ce que je fais, j'essaye de convaincre du contraire, si vraiment je peux m'appuyer sur quelque chose de bien précis. Et auquel cas, je dis à la personne, effectivement, si vous souhaitez qu'on maintienne la conciliation, je la fais. Mais par rapport à ce que vous me dites, par rapport aux photos que vous me rapportez, etc., voilà, donc après je dissuade si vous voulez. Alors, mais quand réellement je suis sûr du fondement, si vous voulez, hein, bien entendu. Hein, après, il faut effectivement rester neutre. Quand il y a un doute, le moindre doute, on accepte la conciliation. On s'imagine à quel point ça peut être compliqué une conciliation si déjà ça part sur une mauvaise base. Oui. Alors vous avez raison, je crois que la principale qualité qu'on doit avoir, c'est aussi l'écoute. Parce qu'en fait, souvent, il y a rupture de dialogue aussi. En conciliation, il y a la rupture de dialogue. Et justement, la conciliation permet de renouer un dialogue. Et parfois, c'est suffisant pour régler le problème. Oui. Très bien. Alors, on va voir après la chronique de Gilbert concrètement comment ça se passe, quelles sont les étapes, comment est-ce qu'on s'engage. Gilbert, on va parler donc de l'histoire des 100 ans de l'impôt sur le revenu. Tout à fait. Qui a dit la France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. C'est une phrase qu'effectivement je voulais introduire. Et vous le savez qui a dit ça? Maintenant je le sais. Oui, et c'est un Vendéen. Clémenceau, très bien, bien joué. Bien. Alors, même s'il a affirmé ça, on pourrait penser qu'il a eu quelques expressions dures par rapport aux fonctionnaires. Pour autant, il a été impliqué dans l'histoire des impôts, d'une part lorsque l'initiative est venue sur le tapis, et puis après dans la mise en œuvre, l'application, parce que Clémenceau a été président du conseil
président du Conseil. C'est comme ça que l'on le disait à l'époque. C'est, on va dire, pour simplifier, à mi-chemin entre le président de la République et le Premier ministre d'aujourd'hui. Il avait un ministre des Finances qui était quelqu'un de très, très compétent, on y reviendra peut-être, qui s'appelait Joseph Caillaux. Alors, vous allez me dire que Joseph Caillaux, ça c'est aussi un Vendéen, c'est pas possible. Mais avec un X. Eh bien non, il s'écrit avec un X et c'était en fait un Sartois. Enfin, peu importe. Oh, c'est presque, ouais, un cousin, d'accord. Et qui a eu l'idée audacieuse dès même pratiquement à la fin du siècle 19e, 20e siècle. Début 20e. Oui, on s'y 1906. Voilà. En tout cas, même un petit peu avant, mais en tout cas, en 1906, il présente un projet de loi qui passe au niveau de la Chambre des députés, mais qui est rejeté par le Sénat. Donc, échec. Mais ça revient sur le tapis en 1914. Et là, ça fonctionne. Bonne date en 1914 pour lancer ce genre d'idée. Alors, tout à fait au départ, il y avait un objectif un petit peu de justice sociale. En 1914, on est à une époque où le réarmement devient aussi une évidence. Donc c'était aussi une autre motivation, même si les ressources au cours des premières années d'imposition ont été très, très, très faibles. Et donc, pour revenir à Clémenceau, il redevient président du Conseil en 1917, et c'est là véritablement que il y a une véritable application de l'impôt sur le revenu. Parce que tout à fait au départ, les 2 premières années, je crois d'ailleurs que la première année de perception des impôts, je crois que c'est 1916 en fait, et c'était un petit peu, je pourrais dire symbolique, mais c'était, voilà. Donc, voilà. Et donc, il y a eu de nombreuses réformes. Alors, il y a de nombreuses réformes, je ne vais pas forcément toutes les citer, mais donc, 1917, c'était déjà une étape importante parce que c'était une déclaration dite obligatoire. Et puis, on instaurait déjà la progressivité de l'impôt. C'était quand même, à l'époque, quelque chose de... Tout le monde ne payait pas à la même hauteur. Non, voilà. Et il y a eu une réforme en 1926 parce qu'auparavant, on payait l'impôt en fonction du nombre de fenêtres et de portes qui existaient dans la maison où on résidait. Jusque dans les années 50, il y avait simplement 20% des foyers qui étaient imposés. Progressivement, la pression fiscale a augmenté parce que il y avait l'État qui, déjà à l'époque, on disait que l'État était de plus en plus endetté. Et puis, ce qui est un petit peu surprenant, c'est qu'en 1940, on a institué le prélèvement à la source. D'accord. Et ça, on l'oublie. Et ça a duré jusqu'à la sortie de la guerre. Pendant quelques années, on l'a abandonné. J'avoue que je ne sais pas pourquoi, mais on l'a abandonné. On va fouiller. D'accord. Aujourd'hui, il y a plus de foyers qui paient des impôts, mais en même temps, il y a eu un tas de mesures d'allègement avec des réductions, etc. Si bien que l'impôt aujourd'hui n'est qu'une petite partie des recettes fiscales. C'est beaucoup moins que 10%, c'est plutôt de l'ordre de 7%. Parce qu'il y a d'autres ressources comme la TVA, la CGS, etc. Et les quatre impôts fonciers qui représentent des ressources plus importantes. Et peut-être pour terminer, alors Joseph Caillaux, c'était... Et dans votre petite fiche, je me disais, et sa femme. Et sa femme. Alors, Joseph Caillaux, c'était vraiment quelqu'un qui a été repéré très rapidement pour sa compétence dans le domaine financier, qui aurait dû avoir une toute autre carrière. Et qui, malheureusement, pour 2 raisons. D'une part, il était un petit peu arrogant, hautain, etc. Donc ça, c'est lié au personnage. Mais en plus, en 1914, le Figaro s'était pris, l'avait dénoncé par rapport à sa politique, mais aussi, un jour, a sorti une lettre confidentielle, une lettre d'amour, il était marié, et il avait une maîtresse qui était également mariée. Ça faisait plus d'une douzaine d'années que cette lettre avait été écrite, mais il n'empêche qu'à l'époque, ça a fait scandale. Sa maîtresse qui est devenue plus tard sa femme, et un jour est allée dans le bureau du directeur du Figaro avec un pistolet. Il a déchargé son pistolet sur le directeur du Figaro. Ça a brisé la carrière de Caillaux, qui était vraiment un des hommes politiques les plus en vue, qui aurait pu être président lui-même du Conseil. Donc, le destin des politiques tient un peu de choses. Bon, les impôts sont restés. Alors, toute allusion avec des choses qui peuvent se passer par rapport
à ce que dit la presse aujourd'hui par rapport à ce que c'est un certain comportement d'hommes politiques. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Toute allusion. On retourne à notre sujet, Gilbert, aux conciliateurs, qui justement vont éviter qu'on arrive avec un pistolet chez le voisin. Donc la conciliation, quand on a des litiges d'ordre mineur ou liés à la consommation, comment ça se passe? Je perçois que, on va reprendre l'exemple du voisin, même s'il est caricatural, il y a des frictions, il veut rien. J'ai l'impression qu'il veut rien entendre. J'appelle, en l'occurrence, vos permanents, donc soit la mairie des Herbiers, soit la mairie de La Roche-sur-Yon ou de Montaigu. Ça se passe comme ça? Je prends rendez-vous? C'est ça, le rendez-vous est pris directement pendant la permanence. Oui. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand je prends rendez-vous, vous n'êtes pas forcément là, d'ailleurs. Alors, moi, je vais vous dire comment je procède. Je reçois de toute façon le plaignant, pour justement savoir exactement si sa démarche est réellement concevable. Correspond à la mission. Et je demande aussi à ce qu'il m'apporte des photos, si c'est un problème de voisinage, si c'est un problème de haies, d'entretien, etc., pour que je puisse visualiser un petit peu le litige. Et par rapport à l'entretien, effectivement, on décide conjointement de provoquer une conciliation. Et à ce moment-là, j'envoie des convocations aux deux parties. On se fixe un jour ou une heure et on reçoit les deux personnes en même temps. Et on essaye de créer un dialogue. Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Souvent, le dialogue reprend, parce que la plupart du temps, le dialogue était rompu. Hein, et il suffit de les mettre en relation pour parfois solutionner le problème. Alors, le constat d'accord n'arrive pas toujours immédiatement. Alors, le constat d'accord, il faut peut-être expliquer. Donc, il y a la conciliation. Les gens semblent à peu près sur la même longueur d'onde, finalement. Donc, on rédige un document, c'est ça le constat d'accord? Voilà, on rédige un constat d'accord, effectivement, qui peut ne pas être écrit. D'ailleurs, il peut y avoir un constat. L'écrit n'est pas toujours obligatoire. Hein. Mais le mieux, c'est que tout de même, dans la mesure du possible, et si tout le monde est d'accord, de faire un écrit. Cet écrit, c'est un engagement, ça a valeur contractuelle. C'est un contrat, les engagements réciproques. Et cet écrit, ce constat, est déposé au greffe du tribunal d'instance. Oui, donc c'est vraiment quelque chose d'officiel. Voilà, c'est quelque chose d'officiel. Alors ensuite, si vous voulez, on peut donner ce qu'on appelle force exécutoire à ce constat et en demandant l'homologation auprès du juge. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est-à-dire que le constat d'accord va avoir une force exécutoire, c'est-à-dire qu'on pourra demander à un huissier de justice de faire appliquer le contenu de l'accord. D'accord. Et ça, c'est des cas... Pourquoi est-ce qu'on va jusque-là, parfois? Ce ne sont pas les plus courants. Non, ce ne sont pas les plus courants, mais c'est des choses c'est possible, en tout cas. D'accord. Parce qu'il peut effectivement arriver qu'à l'issue de la conciliation, tout le monde semble d'accord, et puis finalement, les faits ne suivent pas. Une exécution. Par ma petite expérience, très peu souvent. Très peu souvent. Quand je dirais qu'en conciliation, les gens semblent d'accord, complètement d'accord, il est rare qu'on les revoie pour justement revenir sur ne pas avoir respecté l'accord qui avait été signé. Ouais. Alors, on ne l'a pas encore dit, mais cette démarche ne coûte rien, est gratuite dans le sens où vous, c'est un acte d'engagement bénévole, et moi, si je fais appel à vous, je ne vais pas payer quoi que ce soit. Entièrement gratuit. Entièrement gratuit. C'est ça. Voilà. Nous sommes des bénévoles. Vous êtes des bénévoles. Oui. Alors, vous avez eu des parcours professionnels différents, mais vous connaissez bien quand même les questions liées au litige, au droit, au rapport avec les collectivités, etc. Comment on fait pour devenir conciliateur? Parce que, je le redis, vous n'êtes pas des professionnels. Non. Voilà. Vous allez devenir de plus en plus nombreux, puisqu'on va avoir de plus en plus besoin de vous. Oui, probablement. Enfin, on le souhaite. En tout cas, on souhaite un développement des vocations, disons. Hein. Alors, comment on devient conciliateur? Eh bien, le premier conseil ou la première chose qu'il faut faire, c'est de prendre contact avec le juge d'instance qui indiquera toutes les formalités à accomplir, et notamment la constitution d'un dossier. Il faut avoir une expérience dans le domaine juridique, soit professionnelle, soit associative. Hein. Il n'y a pas, à proprement parler, de diplôme d'exiger.
mais des capacités pour mener ce genre de démarche de conciliation. Donc le côté relationnel aussi compte. Moi, je pense que ce qui m'a amené à la conciliation, c'est aussi, j'avais une activité qui permettait de rencontrer du monde. Et j'avais aussi une petite expérience, une expérience pour la gestion des litiges. Et je connaissais quelqu'un qui faisait de la conciliation et qui m'avait dit, tu sais, le jour où tu ne vas pas travailler, tu peux éventuellement aussi postuler. Et c'est un peu comme ça que je suis devenu conciliateur. Et en fait, ça permet d'avoir un lien social, d'avoir une activité... une grande utilité sociale. Voilà, et puis d'apporter, effectivement... Et la satisfaction, en fait, c'est lorsqu'effectivement on voit les gens qui quittent la salle en se disant l'accord est trouvé. Les gens vont trouver un terrain d'entente, le dialogue va redémarrer, donc ça, c'est la satisfaction de cette activité-là. Donc, je le redis, on va avoir besoin de plus en plus de conciliateurs. Vous êtes à peu près une petite vingtaine, je crois, en Vendée. Idéalement, il en faudrait un par grand secteur, par intercommunalité, ce serait bien. On n'en est pas là. Donc, on appelle le tribunal. Oui, on prend contact avec le tribunal, oui. Et puis donc on constitue un dossier, on a un entretien, en tout cas ça s'est passé comme ça pour ce qui me concerne, avec le juge. Et puis ensuite, le dossier suit son cours, avis du procureur, et puis ça se termine par la nomination par le premier président de la Cour d'appel de Poitiers. Très officiel. Et puis de l'autre côté, les consommateurs qu'on n'hésite pas à consulter en mairie. Tout à fait, les consommateurs, mais aussi les professionnels, parce qu'effectivement, il y a des litiges parfois entre un consommateur et un professionnel, mais bon, parfois la demande, elle peut venir du professionnel. Oui, et puis encore une fois, on évite le tribunal, donc c'est des procédures qui sont plus légères que de partir dans une procédure. Qui sont souvent encombrées. Encombrées en plus. Oui, et puis les gens, certains ne veulent pas rentrer en procédure non plus. Hein. Donc ils essayent, ils ne savent plus comment s'en sortir, et c'est vrai que c'est une bonne manière de s'en sortir. Très bien. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous. J'allais dire, je n'allais pas vous revoir dans une conciliation, mais... Ce sera toujours avec plaisir. Je vous propose de terminer l'émission avec Yves-Lise Richard pour sa chronique. Bonjour Yves-Lise. Bonjour Cathy. Est-ce que vous êtes plutôt cocoon ou gros désordre ? Ne répondez pas, surtout ne répondez pas. Je vais commencer par le côté cocoon avec le hygge. Cela s'écrit H-Y-2-G-E, mais ça se prononce hygge. Et c'est danois. Hygge, comme le prénom. Et c'est danois, c'est un style de vie à la danoise, le dansk levevis. Voilà, c'est très tendance. Et la psychologue Pia Edberg, qui est elle-même danoise, nous présente dans son récent livre Hygge, se réjouir des choses simples. Voilà. Car le hygge, c'est d'abord une attitude de quasi-cocooning à cultiver à la maison en donnant à son foyer un aspect chaleureux, accueillant, et en cultivant aussi la décoration. On met des coussins, des couvertures sur le canapé, des bougies allumées qui sentent bon. Voilà. Et tout de suite, on est dans l'ambiance. Voilà, la saison du hygge, c'est pas en ce moment, c'est plutôt l'automne. Au moment où on rentre chez soi, il fait froid dehors, on a envie de se préparer des petits biscuits sablés à la cuisine et puis de se lever sur la couverture, dans le salon, sur le canapé, avec un bon roman. Le tout accompagné peut-être d'une boisson que l'on aime, comme un thé aux épices, par exemple, ou un bon verre de livre, vin. en fait, donne quelques conseils. Ça donne des conseils, ça rappelle un petit peu la théorie. Ça passe aussi par la relation avec les autres. Pia Edberg, elle fait parler son papa, qui est presque octogénaire et qui raconte un petit peu sa définition du hygge, puisque au Danemark, c'était vécu comme ça. Donc, c'est un petit pays. Dans les campagnes, les gens, autrefois, ils vivaient assez proches de leurs voisins. C'est tout petit, donc les gens étaient assez proches les uns des autres. Et pour se détendre, le soir, ils faisaient des veillées, un petit peu comme... ça nous rappelle. Voilà. Mais on les faisait à la bougie. Bon, à voir, c'est nous aussi, un peu danois, en fait. Et en écoutant les raconteurs d'histoire, donc comme chez nous aussi, et en buvant un verre de sirop de sureau, pas comme chez nous. Voilà, ou de vin chaud. Et le hygge, on peut aussi le pratiquer au travail en apportant quelques objets personnels, des photos, en ayant des citations. Je ne me vois pas avec mes coussins au travail. Non, plutôt mes citations un peu encourageantes, inspirantes, et puis des plantes vertes pour aider à se créer une ambiance un peu de détente et de confort. Donc je vous laisse découvrir dans l'ouvrage les autres applications que l'on peut trouver. Cocooning. Le livre est édité chez Duno, c'est donc Pia Edberg, et il coûte 12 €. Voilà. Dans un autre genre, et sans vouloir du tout les opposer, c'est un autre style de vie que nous propose Marion McGuinness, une angevine de 34 ans, qui nous parle de la magie du bordel. Ouais. Le titre peut choquer, et pourtant, il contient une paire de vérités. Après tout, qu'y a-t-il de plus magique que de retrouver un objet qu'on a perdu et que l'on retrouve dans un tas de bazar ? Donc c'est toujours assez magique, et l'auteur, c'est une incurable bordélique qui prône le lâcher-prise et l'organisation dilettante. Elle va à l'encontre de tous les conseils que vous pouvez entendre sur les coachs personnels, sur la ville, voilà, c'est ça. La vie bien rangée, la ville bien épurée, vidée. Là, elle dit,
Pas de ça chez moi. Ah oui, Non, pas de elle ça est chez moi. Elle radicale. dit, maintenant, chacune de ces pages de son ouvrage, elle regorge de conseils, d'astuces pour, au contraire, se retrouver et voir les avantages à finalement être bordélique soi-même. Elle donne par exemple les 7 bonnes raisons de garder ses chaussettes trouées à la maison, ou bien encore les 9 endroits où cacher les cadeaux de Noël. Malheureuse, taisez-vous. Et elle donne des astuces, bien sûr, pour retrouver ses clés de voiture. Ce petit livre, ça coûte... Ce livre coûte 9,90 et j'y ai puisé quand même une dernière citation que je trouve très intéressante de Philippe Gluck. Au fond, est-ce que ranger, ça ne revient pas un peu à foutre le bordel dans son désordre? Je vous laisse méditer, Très messieurs, bien, mesdames. merci Lise. Très belle conclusion pour cette émission. Merci messieurs, pardon. Monsieur Guillaume, monsieur Brossard, Merci. de Merci à conciliateur vous. de Vendée. Merci à vous. Merci Yves-Lise. On se dit pas la semaine prochaine, c'est les vacances. Ouais, super.